La parole est à Monsieur Hedba. Chers collègues, merci d'être aussi nombreux à cette fin de séance pour assister à cette intervention, Monsieur le Premier ministre. Hier, on a entendu très attentivement votre discours, on l'a écouté de manière très profonde et je me suis vraiment dit qu'on vivait dans deux mondes différents. Ik heb echt gedacht van, zo in twee verschillende levens, twee verschillende wereldleven, ik dacht echt van, hoe kan dat? Geen woord rond de meer dan 350.000 langdurige zieken. Geen woord rond de bijna 60.000 vrouwen die in gevaar zijn om in armoede te vallen. Geen woord over de kinderarmoede die verdubbeld is op 10 jaar. En alleen maar cijfers van good job, good job, good job, we gaan vooruit, het is goed, het is beter, enzovoort, enzovoort. Ik dacht echt van, zo twee verschillende werelden meeleven, hoe kan dat? Hoe kan dat? En vooral dan komen jullie met cijfers af. Om te zeggen, wij zijn goed bezig, wij zijn jobs aan het creëren, jobs, jobs. En dus is er al een jaar lang een debat rond de kwaliteit van die jobs. En u heeft in uw eigen speech, meneer de eerste minister, een antwoord willen geven over de uitspraak van de Partij voor de Arbeid. En ik citeer u. Vous avez voulu répondre au PTB qui vous critiquait sur la qualité des emplois, et je vous cite. Certains affirment qu'il s'agit d'emplois précaires. C'est faux. Et pour être sûr qu'on ait bien compris le truc, c'est mis en gras, c'est faux. Hein, pour vraiment être sûr, c'est un point important, c'est faux. L'emploi partiel n'a pas augmenté. Selon l'ONSS, ce sont très majoritairement des emplois à temps plein et dans le secteur privé qui ont amené ce résultat. Entre fin 2015 et fin 2016, le nombre d'emplois temps plein a augmenté de 60 941 unités. Par ailleurs, les flexi-jobs n'ont évidemment pas eu d'effet sur ces chiffres. Et donc, nous avons été voir les chiffres de l'ONSS. Vous avez avancé. Alors, sur un point, on est d'accord, il y a 60 941 emplois en plus. Ça, on ne peut pas nier. 60 941 unités en plus, comme vous avez cité, là-dessus, on est d'accord. Par contre, je prends ces tableaux, Monsieur le Ministre, et je constate, si l'on compare les deux derniers quadrilles, 39 000 temps plein, 10 000 temps partiels, 12 000 intérim. Donc quand vous nous dites que ce sont très majoritairement des emplois à temps plein et que l'emploi partiel n'a pas augmenté, vous mentez sur les chiffres. Et ça, c'est un problème, parce que on le sentait au PTB déjà que ce n'était pas une même réalité, qu'on rencontrait les gens sur le terrain, on voyait bien que c'était des temps partiels. On les rencontre, tous ces jeunes qui nous disent « Ah ben ouais, job, 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 je l'ai, moi, mon boulot à 2/3 temps ou à mi-temps avec lequel je ne peux pas acheter une maison parce que la banque me dit « Si vous n'avez pas de temps plein, je ne vous donne pas de prêt. » Donc, dans notre vécu de tous les jours comme militants, on le savait que vos chiffres n'étaient pas justes. Mais on a été voir un petit peu plus en détail sur les chiffres de l'ONSS et l'ONSS dit la même chose. Ce sont énormément de temps partiels. Alors, j'ai entendu que M. Peters, maar die n'est pas présent, meneer Peters heeft ons antwoord willen dienen. Ah ja, nee, dat is niet waar. Het zijn voornamelijk vaste jobs. Maar meneer Peters praat helemaal niet rond de interimarbeid. Intellectueel gezien, zegt hem, wordt die gewoon in die rekening gewonnen. Als wij over precariaat spreken, als wij over precariteit van de jobs, dan praten wij niet alleen maar om deeltijds, wij praten ook om de interimmers natuurlijk. En waarom neemt meneer Peters die cijfers niet? Ik zal er nog bij zeggen, je zegt dat je jobs creëert. 50.000 nieuwe jobs. Ja, maar er zijn 13.000 jobs gesneuveld in de openbare diensten. Ja, dat is gemakkelijk natuurlijk. On crée de l'emploi. Et là, vous dites, petit préfet de l'emploi privé. Oui, mais les 13 000 emplois dans le public qui ont diminué. Et donc, quand on compte tout ça, on arrive en fait au constat qu'entre 50 et 75% des boulots, en fait, des emplois créés sont des emplois plutôt à temps partiel. Ça, c'est les chiffres de l'ONSS. Et là, on a un problème, Monsieur le Premier ministre. On a un problème parce que c'est ça la vision de société qui est là. C'est vers quelle société on veut aller. Vous nous dites que vous créez de l'emploi, mais vous vous insérez complètement dans le modèle allemand. En Duitsland is dat duidelijk. 4 miljoen werkenden die nog altijd onder de armoedegrens leven.
De working poor, is dat de maatschappij naar waar we willen gaan? Meer en meer flexibiliteit, werkdruk. Verleden week zat ik in contact met de arbeiders van de Volvo. De Volvo in Gent. We kunnen misschien een beetje luisteren wat daar allemaal aan het gebeuren is. Die mannen op de Volvo in Gent zitten met een lijnproductie, snelheid, waar ze elke operatie 73 seconden voor krijgen. Pour chaque opération, les travailleurs de Volvo, ils sont 73 secondes pour faire leur opération dans la vitesse de ligne de production à Volvo. De leiding van Volvo heeft besloten om dat naar 71 seconden te brengen. 71 seconden, 2 seconden en moins pour faire l'opération. 60 intimers buiten. En wat nu de leiding in Volvo wil doen in Gent, dat is naar 67 seconden gaan om 250 interimarbeiders buiten te smijten. Een werkdruk die harder en harder wordt. Dat is wat in Vlaanderen aan het gebeuren is. Meneer de eerste minister. Aussi une tentative de pédagogie, expliquer un nombre de choses en lien avec la création d'emplois. Alors je me réjouis que c'est un premier point extrêmement important. Vous confirmez que depuis 3 ans, nous créons des emplois supplémentaires. C'est extrêmement important pour stimuler le dynamisme économique. Et c'est vrai que par exemple dans ma déclaration hier, j'avais repris le chiffre de 130 000 emplois, qui était un chiffre relativement modeste, puisqu'un autre rapport de la Banque nationale parle de 146 000 emplois. Je ne voulais pas flatter les chiffres, raison pour laquelle j'ai utilisé ce chiffre-là. On est au-delà en tout cas des 130 000 emplois créés depuis 3 ans. Premier point. Deuxième point, et je suis attentif à ce que vous dites, mais pas seulement vous, d'autres partis d'opposition également, j'entends, certes c'est vrai, et on sent poindre un peu de déception, des emplois sont créés, ça semble vous décevoir, des emplois sont créés, mais ils ne seraient pas de qualité. Ça c'est l'affirmation que vous faites. Quelques points par rapport à cela. D'abord, premier point, les flexi-jobs, je l'ai dit, et vous n'avez pas contesté, c'est un changement par rapport à vos propos de propagande populiste habituels. Les flexi-jobs ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de la création d'emplois. Premier point. Deuxième point, le travail intérimaire. Et là, effectivement, moi j'assume une divergence de vue assez fondamentale avec vous. Parce que le travail intérimaire est un indicateur, quand il le repart à la hausse, de la vitalité en termes de croissance économique d'une société, d'un pays. Et par ailleurs, dans de très nombreux cas, le travail intérimaire débouche sur un emploi stable, parfois même, souvent, dans un emploi stable, dans la société dans laquelle on a eu l'occasion de développer un travail intérimaire. C'est un deuxième point. Troisième argument, pour persister et signer, je n'ai pas pu être exhaustif dans ma déclaration gouvernementale, récemment, sur 2017, le Conseil central de l'emploi, rapport que je tiens à votre disposition, dit en Belgique, c'est un des records par rapport aux autres pays européens, 90% de l'emploi salarié se déroule dans le cadre de contrats à durée indéterminé. C'est supérieur à beaucoup de nos pays voisins et ce chiffre est stable, chiffre 2017. Totalement contraire par conséquent à ce que vous voulez faire croire de façon mensongère en qualité de propagande. Et puis, à côté des chiffres de l'ONSS que vous avez vous-même relevés, SPF Économie qui montre que les dernières années, il y a une stabilité, c'est intéressant de les regarder, une stabilité dans le prorata entre emploi à temps plein et à temps partiel. Et j'apporte une nuance pour ce qui me concerne, importante. Le temps partiel, dans un certain nombre de cas, est subi, vous avez raison, parfois c'est subi, ce n'est pas volontaire. Dans certains cas, c'est choisi, c'est volontaire. Et je donne un exemple assez intéressant. Quand je regarde le temps partiel des mi-temps, on voit là par exemple, évolution intéressante, il faudra voir si ça se confirme, qu'il y a moins de femmes qu'auparavant en situation de mi-temps. Les indicateurs sont intéressants, mais c'est un frémissement. Il faudra le confirmer dans les années qui viennent pour réellement sentir la tendance. Par contre, ce qui est vrai, et c'est là que vous êtes de mauvaise foi, monsieur Raoult-Debeau, c'est que les 4/5e temps, les dernières années, ont augmenté, probablement parce qu'il y a eu une capacité de choisir, dans un certain nombre de cas, de ne plus travailler à temps plein, mais travailler dans un 4/5e temps. Donc quand on veut utiliser des arguments, il faut le faire avec un minimum d'intégrité. Ce n'est pas le propre d'un parti populiste, d'un parti simpliste, qui utilise la propagande. Vous avez dit, on ne vit pas dans le même monde, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Nous ne vivons pas dans votre monde communiste, rétrograde, qui amène probablement à ce que les bureaux d'études du PTB sont les mêmes que ceux du Venezuela, c'est vrai. Dans votre monde à vous, il n'y a pas d'emploi précaire, il n'y a plus d'emploi du tout. L'histoire l'a montré. Allez,
Oui, bien sûr. Monsieur On Hedeboom. sent qu'on est mal, on sent qu'on devient nerveux au niveau des chiffres, là, un petit peu. Donc, premièrement, moi j'ai pris l'ONSS parce que vous avez vous-même dit les chiffres ONSS. Une faculté de prendre maintenant tous les autres sources. Moi j'ai pris les sources ONSS, vous m'avez dit hier, selon l'ONSS, moi je suis le Premier ministre du selon l'ONSS, je le suis moi. Donc je vais regarder l'ONSS. Et qu'est-ce qu'on voit à l'ONSS? Parce que vous êtes en train de parler de plein d'autres chiffres, etc., etc. Vous avez dit, je vous demande maintenant de prendre position hier, l'emploi partiel n'a pas augmenté. Selon l'ONSS, ce sont très majoritairement des emplois à temps plein et dans le secteur privé qui ont amené ce résultat. Est-ce qu'aujourd'hui vous revenez sur cette citation ou est-ce que vous persistez et vous signez? Les chiffres de l'ONSS sont très très clairs. 50% de temps partiel. Okay. Les gens ont le droit de le savoir. 50%, ce sont les chiffres de l'ONSS. Je vous demande de dire ici que l'ONSS ment et ne fait pas son travail. Monsieur le Premier ministre. J'ai l'habitude, vous avez choisi le spectacle. Vous avez été absent tout au long des heures de discussion toute l'après-midi. Vous êtes ici pour faire une petite vidéo de quelques secondes à diffuser sur Facebook. Vous êtes un populiste. Mais est-ce que vous êtes un simpliste. Je persiste et je signe. Les emplois créés sont les emplois on est de mal. qualité. Ça vous fait mal parler. votre seul argument. Voilà. Votre seul argument, Ce sont les c'est chiffres de tenter l'ONSS. de faire croire qu'en réalité on ne crée pas 130 Ce 000 sont emplois les parce qu'on chiffres. créerait Voilà. des emplois à temps partiel. Ça n'est pas la réalité. Je fais la démonstration, chiffre à l'appui, qu'il y a une stabilité dans le rapport entre emploi temps plein et emploi temps partiel. Et j'ajoute, parce que je suis nuancé à l'inverse de vous, que les emplois temps partiel dans certains cas sont choisis et ne sont pas subis, dans d'autres cas sont subis, et nous sommes tout entiers mobilisés pour la qualité des emplois, pour plus de développement économique, pour plus d'investissement. Nous ne croyons pas un seul instant à vos recettes populistes qui visent à faire croire qu'on pourrait raser gratis. Avec vous, c'est plus de pauvreté, moins de liberté. Comme ça se passe pour l'instant au Venezuela, régime que vous soutenez dans la honte la plus totale. Monsieur Hedeboom, Ok. il y a aussi Monsieur Nollet qui demande la parole. Monsieur Nollet. Monsieur le Président, j'ai l'impression que c'est peut-être l'heure, mais ça dérape un peu. Je propose tout simplement qu'on puisse recevoir le tableau avec les chiffres que le Premier ministre citait pour qu'on puisse tous prendre connaissance des derniers chiffres en la matière. Et de toute façon, c'est une question, je l'ai dit tout à l'heure beaucoup plus calmement à la tribune, qui est importante de voir exactement quelle est la qualité de l'emploi. Moi, à ce stade, j'entends des choses. Je sais, et je l'ai dit, il y a des études à l'extérieur qui sont en cours aussi pour vérifier si ce qui est dit est correct. On ne va pas faire aujourd'hui la part des choses réelles. Mais par contre, on est intéressé par avoir les données du Premier ministre, celles de M. Debeau, voilà, on les a. Hein, on les a. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse recevoir son tableau et comme ça, on peut avancer. Autrement, on va rester là-dessus et je pense que les caricatures de part et d'autre ne vont pas faire avancer le débat. Par contre, les tableaux et les chiffres, oui, pour que les universitaires puissent s'y pencher. Ce n'est pas nous qui ferons la vérité, voilà. Voilà. Donc, Monsieur le Dus Président, nous mettons à het punt is disposition des gemaakt. collègues les En dan rapports kan et les u- tableaux de l'ONSS. Je crois que c'est une excellente proposition de mon collègue Dan- Nollet. Et donc, on pourra tous un peu Oui. ensemble voir la qualité de l'emploi Absoluut. créé. U kan door. Ce n'est pas un petit débat. Ce débat parce que c'est aussi la question de vers quelle société on veut aller et quel type de boulot on veut créer. Quand on voit dans ce modèle allemand, justement, qui est en train de mettre en place, cette flexibilité, et j'ai pris l'exemple de ces travailleurs de Volvo pour montrer à quel point, sur le terrain, le travail devient difficile, comment les gens sont de plus en plus poussés à la production, et qu'effectivement, une des conséquences, c'est une explosion des malades longue durée, où effectivement les gens sont épuisés, une explosion du nombre de burn-out dans notre société. C'est quand même un probleem in een société waar we zoveel hoogtechnologische kennis hebben, waar we zoveel zouden kunnen doen voor de mensen, terwijl dat ze gewoon in fabrieken zoals op de Volvo op het terrein meer en meer uitgeperkt zijn en problemen hebben van burn-outs. En wat gebeurt er nu dan met de regering met de burn-outs? Wat gebeurt er nu met die langdurige zieken? Die worden dus meer en meer gedwongen om in die cursussen in te stappen. En wat gebeurt er? 70% van die gevallen, studie van het ACV, worden gewoon geschrapt uit hun job omdat ze onbekwaam worden benoemd. En dat is het probleem natuurlijk. Meer en meer productiviteit in onze maatschappij, uitgeperst als langdurige zieken. En dan komen we natuurlijk op het einde van de loopbaan. Sur les pensions, heel belangrijk debat natuurlijk. We zitten nu met een situatie waar arbeiders en bedienden 45 jaar carrière, op het einde van hun carrière dan geen job meer en dan toch een vermindering. En dan hoor ik je altijd zeggen dat het verschil tussen wie dat niet werkt en wie dat werkt, dat het verschil te klein is. Maar je hebt gelijk,
doet gewoon de pensioenen meer naar boven ook van de mensen en arbeiders en bedienden die werken. Maar wat heeft het nu voor zin om de pensioenen te verminderen van die geen jobs meer hebben? Daar zijt je toch gewoon niks mee in ons maatschappij. Et donc on va arriver alors tout de suite évidemment sur la question du financement des pensions. Débat très important. Débat de société, très important. Aujourd'hui, nous sommes à 10 points de notre PIB qui va vers les pensionnés. Et on nous dit, c'est impossible de financer le baby boom qui va arriver maintenant avec les pensionnés et ça va être insupportable pour l'État. Les projections du comité de vieillissement nous indiquent une part du PIB de 14,7 à 15% en 2060 avec tous ces baby boomers qui vont arriver à la pension. Mais où est le problème pour payer, chers amis? Où est le problème aujourd'hui pour payer? Un pays comme l'Autriche aujourd'hui consacre 15% de son PIB aux pensions. Quel est le problème démocratique? En 2060, 30% de la population sera pensionnée. Et c'est tellement un problème de société de décider qu'on va leur donner 15% du gâteau. 30% de la population recevra 15% du gâteau. Où est le problème d'un point de vue société? Pourquoi notre richesse ne peut pas être envoyée vers ces 15%, vers ces 30% de la population? Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont contribué à notre économie, et au moment de leur pension, on ne pourrait pas décider que la moitié de leur poids dans le PIB aille vers les pensionnés. Non, il y a une sorte de dogme qui est suivi de dire ça restera un tiers et on n'aura pas l'argent pour payer les pensions à venir. Et donc, moi je crois que de ce côté-là... Monsieur Hedebouw. Meneer Bogaert. Meneer Hedebouw, op uw vraag, wat is het probleem? Hoe komt het dat het in Oostenrijk kan en bij ons dat we op weg zijn om het probleem op te lossen? In Oostenrijk heeft men een grotere werkgelegenheidsgraad. En er is een belangrijke relatie tussen werkgelegenheidsgraad en begroting. Die wordt vaak onderschat. Als je uw werkgelegenheidsgraad met 1% kunt verhogen, verbetert u, hou goed vast, uw begrotingsresultaat met 0,75. En het is die relatie tussen die twee die u onderschat. Dus als u het voorbeeld aanhaalt van Oostenrijk, waarom kan dat niet in Oostenrijk? Moet je kijken, wat is de werkgelegenheidsgraad daar? Wat is de werkgelegenheidsgraad in de Scandinavische landen? En het is net de politiek van deze regering om de mensen stelselmatig, beetje per beetje, te duwen, het kan niet anders, naar een langere carrière. Als onze carrières in ons land 4 jaar korter zijn dan in de buurlanden op 40 jaar, dat is 10%. En die collectieve rijkdom, als we die verliezen, kunnen we die niet investeren in sociale dingen, kun je niet investeren in pensioenen. Dat is het probleem. Uw alternatief is dan te zeggen, doe een multimiljonairstax. Kijk dan eens in Frankrijk wat die opgebracht heeft. Die wordt nu wellicht afgeschaft. In Frankrijk 6 miljard euro heeft men eruit gehaald, uit die tax. Als je dat verdisconteert naar een kleiner land, is dat 1 miljard. Dus met dat 1 miljard zult je nooit in staat zijn om dat grote probleem van die pensioenen op te lossen. Dus als uw vraag is, waar is het probleem? Het probleem zit in werkgelegenheidsgraad. Als we dat kunnen oplossen, dan denk ik dat wij onze pensioenen ook lange termijn kunnen garanderen. Uw alternatief, die multimiljonairstax, zal nooit voldoende zijn om dat veel grotere probleem van die pensioenen en die werkgelegenheidsgraad op te lossen. Maar dus meneer Bogaert, het is niet de bedoeling met ons miljonairtax die pensioenen op te lossen. Hè. We hebben daar een ander plan voor, dus ik kom straks wel op met een miljonairtax, maar duwt mij niet te vlug in met miljonairtax. Het gaat hier niet over. Het gaat over eigenlijk in Oostenrijk zit het probleem natuurlijk van het aantal mensen die werken, want de carrières zelf zijn niet langer. Met die een job hebben zijn de carrières zelf niet langer. Het is het gemiddelde in de maatschappij. En daar is natuurlijk met jobs. En voor het moment is er nergens vertoond geweest, nog nergens vertoond geweest, waarom langer werken meer jobs zou creëren. Integendeel, als je ziet bijvoorbeeld de cijfers in Zweden, heel interessant. Het is op het moment wanneer ze juist langer hebben doen werken, dat de jobs bij de jeugd verminderd zijn. Dus het is niet vergelijking tussen Zweden en België. Het gaat over in Zweden zelf. Als je het grafiek neemt in Zweden zelf. Vous prenez toujours la comparaison entre la Suède et la Belgique au niveau tenté zéro. Mais in Zweden zelf, en Suède même, on voit clairement qu'il y a, quand les gens commencent à travailler plus longtemps, une diminution du job pour les petits, pour les jeunes. Et ça, je crois que c'est un problème effectivement aujourd'hui. Alors, on ne va pas faire tout le débat du modèle scandinave, où il y a un gros investissement dans les transports publics, etc. Ce n'est pas le but ici, c'est parce que vous arrivez vous-même avec ces exemples-là. Mais en tout cas, je crois que le débat de dire est-ce que faire travailler plus longtemps crée de l'emploi, pour l'instant, aucune étude ne le démontre. Et je crois que là, on est dans du dogme. Et oui, Monsieur Hedebouw, vous avez encore 3 minutes. Et donc ça va vite tout ça, hein, il me reste plus que 3 minutes. Donc je vais finir évidemment qu'au niveau... 2 minutes, je ne vais pas manger mes 3 minutes qui me restent, j'ai encore quelques autres sujets à avoir. Vraiment, je voudrais bien être juste complet dans mon discours. Donc ouais. Bon,
Je voudrais lever une confusion. Ce qui différencie la Belgique de tous les autres pays en Europe, ça, on doit être bien conscient de ça. Il y a une spécificité belge en matière de pension et d'emploi chez les travailleurs de plus de 60 ans. L'âge moyen de sortie du marché du travail en Belgique, elle est de 60 ans. C'est une exception avec la France. Nous sommes les deux seuls pays à avoir cette caractéristique-là. D'ailleurs, pour ça que la France s'apprête à faire une réforme en profondeur aussi du système de pension. Tous les autres pays européens, L'Autriche pas. si, l'Autriche aussi, ont un âge moyen de sortie du marché du travail entre 62 et 64 ans. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et donc, nous sommes une exception. De la même façon, quand on prend le taux d'emploi des 60-64 ans, en Belgique, il y a une personne sur 4 entre 60 et 64 ans qui travaille. Dans le reste de l'Europe et des pays de l'OCDE, il y a près d'une personne sur 2 entre 60 et 64 ans qui travaille. C'est une différence énorme. Et si on fait abstraction de ça pour définir une politique de pension en Belgique, on se fourvoie, on va dans une impasse, on est obligé de tenir compte de cela. Et donc on doit faire en sorte que progressivement on relève l'âge moyen de sortie du marché du travail et qu'on augmente le taux d'activité, le taux d'emploi entre 60 et 64 ans. Ça ne veut évidemment pas dire que tout le monde va travailler jusqu'à 67 ans, je le répète très souvent. Il n'y a pas besoin de travailler jusqu'à 67 ans nécessairement pour relever le taux d'emploi. Mais on doit... Quelques-uns jusqu'à 80 et c'est bon. Oui, il y en a un qui va travailler jusqu'à 80, ça il est connu, mais tous les autres ne vont pas faire ça. Et donc je crois vraiment qu'il faut bien enregistrer cette problématique qui est spécifique à la Belgique et pour répondre à la corrélation entre l'emploi des plus âgés et l'emploi des jeunes. Vous prenez le modèle scandinave, il n'est pas pertinent l'objet parce que vous le savez, il y a eu un changement radical de la politique en matière d'emploi des jeunes en Suède qui est intervenu il y a quelques années. C'est le parti de droite qui met Mais par toujours la Suède contre, en si vous avant, prenez débat la pension. Grande-Bretagne... C'est vous qui avez mis en avant pendant 3 ans la Suède comme exemple. Si vous prenez la Grande-Bretagne... au niveau de la droite, Laissez-moi terminer. Si vous prenez les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, vous voyez que ce sont 3 pays où l'âge moyen de sortie du marché du travail se situe aux alentours de 63 ans, donc 3 ans de plus que chez nous. Et ce sont des pays où le chômage des jeunes est beaucoup moins important que chez nous. Où le chômage des jeunes est beaucoup moins important que chez nous. Monsieur le ministre nous explique et donc il y a bien là une corrélation. Il y a plus d'emplois. Bien entendu. Vous démontrez donc que dans les pays où il y a plus d'emplois, il y a plus d'emplois. Ça c'est Oui, bien. non, mais c'est là où on travaille le plus longtemps que le chômage des jeunes est le plus bas. Ok, je Monsieur vais le même prendre les ministre, 3 minutes pour un peu meneer varier. Hedebouw, er is ook nog Donc je mevrouw... voudrais... Nee. Er is ook nog mevrouw de Koning. Mevrouw de Koning... Non, mais bien sûr, il n'y a pas aucun problème. Non, mais je vais quand même prendre mes 3 minutes, je vais finir encore avec ce que Non, j'ai à dire. non. We tellen dat eraf. Mevrouw de Koning. Meneer Hedebouw, er zijn heel wat studies die bewijzen dat werk creëert werk. Hoe meer mensen dat er werken, hoe meer arbeidsplaatsen dat er ook komen. Ik moet alleen de minister van Pensioenen tegenspreken. Weet je wat je gerealiseerd hebt met uw beleid rond aankondiging, iedereen moet tot 67 jaar werken? Dat iedereen die maar kon, direct zijn pensioen heeft aangevraagd. Dat hebt je veroorzaakt door er niet voor te zorgen om een geheel systeem in één keer aan te bieden en beslissingen te nemen als een salami-schijfjes. En ook de onzekerheid vandaag. Als je met mensen praat in de straat, iedereen zegt, ik ga mijn pensioen zo rap mogelijk pakken, ook als ze zelfs goesting hadden om langer te werken, ja, omdat er voortdurend zoveel verandert, zoveel onzekerheid is. En wat je nu eigenlijk hebt veroorzaakt met je beleid, is dat mensen minder lang werken. Oké.
Meneer Redebouw. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une minute supplémentaire? Oui, parce oui, qu'on oui, demande de oui, répondre sur le oui. fond. Donc Oui, plus pour un, donner une réplique. Additional time, plus 1 point. Donc, j'entends que l'exemple suédois, M. Claraval est au moins intervenu pendant 2 ans et demi en commission, sans arrêt la Suède, l'exemple et tout. Je démontre qu'en Suède, il n'y a aucun lien de cause à effet entre travailler plus longtemps et l'emploi des jeunes. Et on me dit, ah non, mais dans la Suède, ça ne vaut plus. Donc, des études qui démontrent le lien de cause à effet, elles n'existent pas. Hein, donc, il n'y a pas des études qui démontrent le lien de cause à effet. Au plus, on va chercher une corrélation. Une corrélation, vous me dites que dans les pays où il y a beaucoup de boulot, eh bien, les jeunes travaillent plus et les anciens aussi. Ouais, ça, vous n'avez rien démontré avec ça. Vous n'avez pas du tout un lien de cause à effet démontré. Pas du tout. Donc, je crois que de ce côté-là, vous vous trompez. Et je crois que réellement, la question de pouvoir permettre aux plus anciens de partir et de permettre aux jeunes de prendre la place, et sur base volontaire, hein, on n'est pas ici en train d'obliger, hein, les gens qui veulent continuer à bosser, continuent à bosser, mais de pouvoir permettre au moins d'avoir le choix. Je crois que ça, c'est un point politique et démocratique très important. Alors, je finirai ici ce discours sur un autre point qui m'a beaucoup touché, c'est au niveau de l'international. Monsieur le Premier ministre, vous avez pu parler de multilatéralisme, vous avez été capable de parler dans votre discours de multilatéralisme sans citer une fois l'ONU. Quand vous parlez de multilatéralisme, vous parlez de l'OTAN. Et ça, je crois que c'est inquiétant. Je crois que c'est inquiétant parce que je pense que la Belgique aurait dû donner un signal important pour un véritable multilatéralisme, pas sous domination américaine. L'OTAN est sous domination américaine. On entend aujourd'hui, de la part de Trump, des déclarations politiques, presque pratiques, de guerre avec 3-4 pays. Et de notre côté, notre Premier ministre parle ici dans un discours, State of the Union, quand il parle de multilatéralisme, il ne parle que de l'OTAN. Or, ça c'est un grand problème, parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette semaine, nous avons appris que le prix Nobel de la paix avait été donné à une organisation internationale, l'appel contre les traités des armes nucléaires. 122 pays ont signé cette déclaration visant à l'interdiction des armes nucléaires. Et la Belgique n'a pas signé ça. Pourquoi? Pourquoi? Nous aurions dû donner un signal aujourd'hui, alors que le nombre d'armes nucléaires explose de plus en plus dans le monde et s'accumule, on aurait dû donner un signal. Mais non, la Belgique n'a pas donné. Je crois que de ce côté-là, Monsieur le Premier ministre, nous aurions entendu beaucoup plus de votre part. Alors, dernier mot. Le seul moment où hier on a beaucoup applaudi, parce qu'hier on a quand même piqué un peu du nez pendant tout le speech, on sentait un peu même sur le bord de la majorité. Het was eigenlijk die applaus was een beetje limiet zo. Maar één moment is iedereen wakker geworden, dat was rond de aanval op de staking. Daar was iedereen terug wakker, wow, applaus, applaus, et on a abordé la question du service minimum. Alors j'ai envie de dire, Monsieur le Premier ministre, moi j'étais en commission avec M. Bello, pendant 4 heures, il nous a dit, attendez, je n'introduis pas un service minimum. C'est juste, hein, M. Bello. Vous nous avez corrigé, mais non, ce n'est pas un service minimum. Et nous, on disait, mais si, c'est un service minimum. Et vous, non, c'est quelque chose de volontaire, les gens doivent dire, mais pendant 2-3 heures, quoi. Vous l'avez entendu? Président. Vous l'avez entendu hier, mais 4 reprises, service minimum, il faut l'expliquer, quoi, c'est quand même pas possible. Il y a quoi au niveau, il y a un bug au niveau de la com, là, c'est pas au point. Donc, c'est un service minimum ou c'est pas un service minimum, Monsieur le ministre? Allez, Monsieur le ministre. Et ça, c'est pas compté non plus, hein. Non, non. C'est un service minimum garanti. Ah, tiens, vous avez été recadré, alors. Monsieur Debeau, je vous ferai remarquer également que vous auriez eu difficile de m'entendre pendant 4 heures, puisque vous avez quitté ce débat important, me semble-t-il, après 2 heures et demie. Ceci est... J'ai entendu votre réponse. Ah oui, au début, oui. Mais ceci... J'étais présent. Ceci... Attendez. Ceci étant, il est exact que c'est un service garanti minimum ou minimum garanti. Quelle est la différence? C'est que le service minimum, à l'état pur étymologiquement, est un mot qui est patenté au niveau de l'Organisation internationale du travail, où pour eux le service minimum, c'est par exemple la surveillance des centrales nucléaires, les urgences dans les hôpitaux, etc.
et que même le Conseil d'État, alors que nous avons toujours parlé de continuité de service ou service garanti, pour pouvoir émettre son avis, s'est raccroché à l'interprétation de l'Organisation internationale du travail, alors que nous ne réquisitionnons pas, nous garantissons le service. Hier, il y avait un service minimum, par exemple. Dans l'esprit de tout le monde, c'était un service minimum, mais c'était les travailleurs qui étaient disponibles, qui faisaient circuler les trains. Et donc, pour lever le doute par rapport à l'Organisation internationale du travail, tout le monde parle de service minimum, mais sur le plan scientifique, il vaut mieux parler de service garanti. Voilà. Voilà. Ok, donc vous avez encore 2 minutes, monsieur. 2 minutes, c'est bon. Allez, je vais arriver à mes 20 minutes, c'est bon. Donc, ça ne m'a pas étonné que c'est à ce moment-là que tout le monde a applaudi. Parce que je pense que vous le sentez bien, je pense sur les bords de la majorité, que la colère est profonde de la population. Et que hier, ce n'est pas que la grève qui en était le baromètre. Je pense vraiment que les gens sont vraiment en forte colère et les gens sentent qu'ils ne vivent pas mieux aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans. Et je pense que de ce côté-là, vous espérez pouvoir casser cette résistance avec des nouvelles lois antisyndicales, en cassant des droits syndicaux, en individualisant le droit de grève, en ne permettant plus cette résistance collective, et je crois sincèrement que vous vous trompez. Vous vous trompez réellement parce que tous les gouvernements qui ont essayé de casser de cette manière-là les dynamiques de résistance, et vous avez été prendre votre moutarde, comme on dit en néerlandais, uw mosterdkanaal in Grande-Bretagne, mevrouw Thatcher, vous allez vous planter parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Les gens sont très forts en colère sur plein d'aspects socio-économiques, éthiques, sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais moi je sens en tout cas grandir de plus en plus une résistance, et c'est un appel, je ne vais pas vous convaincre ici, mais en tout cas c'est un appel que je voudrais faire aussi à l'ensemble des citoyens, ne vous laissez pas faire. Vous ne laissez pas faire, ayez confiance en vous, soyez constructifs, intervenez dans le débat politique, ne pensez pas que tout est déjà décidé et qu'il n'y a pas d'alternative. Tina, on a entendu aujourd'hui dans un discours qu'il n'y avait pas d'alternative. There is no alternative. Nous disons oui à une alternative, allons activer les grosses fortunes, investissons ça dans le social, dans l'industrie, et n'attendons pas de la bourse, n'attendons pas de ces grandes fortunes qu'elles continuent à s'enrichir. Il faut un autre monde meilleur et on va y arriver, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Hedebo. La parole est à Monsieur Carcacci.